Alors, Monsieur Sauvadet, je vous présenterai rapidement, mais vous le ferez plus complètement. Vous êtes donc sociologue, enseignant-chercheur, et vous êtes spécialisé. Peut-être que je l'exprime mal, mais j'ai vu sur ce que vous appelez le noyau dur de la délinquance des QPV. Alors, QPV, quartier politique de la ville, c'est un premier acronyme, je pense qu'il y en aura d'autres, hein, on va essayer de les éviter, mais il y en aura d'autres. C'est bien ça le cœur de, de vos recherches. Donc voilà, je vous laisse la parole. Merci. Pour votre intervention. Merci. Donc je travaille depuis la fin des années 90 sur les bandes de jeunes, les rixes interquartiers, les émeutes et le trafic notamment de stupéfiants dans les quartiers de la politique de la ville. Donc il y en a à peu près 300, je crois, en France métropolitaine et 100 ou 200 en Outre-mer. Donc ce sont des quartiers qui sont repérés pour leur taux de délinquance, taux d'échec scolaire, taux de pauvreté, et qui bénéficient donc de moyens supplémentaires par rapport à d'autres quartiers, que ce soit au niveau de la police ou que ce soit au niveau des associations, de la prévention, du travail social. J'ai grandi moi-même dans un QPV dans les années 80-90. J'ai travaillé de manière ethnographique et j'ai publié une thèse en 2006 qui s'appelle Le Capital guerrier, qui est justement sur l'usage de la violence avec des jeunes qui sont coupés de la police et de la justice. Ils ne sont pas les seuls, mais c'est vraiment une caractéristique de ce milieu-là, c'est qu'ils ne déposent pas plainte, ils ne portent pas plainte en cas de vol ou d'agression, et donc ils développent des moyens d'autodéfense qui peuvent aussi se transformer en moyens de prédation. Donc le capital guerrier est rentable dans tous les milieux sociaux où il n'y a pas de dépôt de plainte, que ce soit une famille où il y a de la violence verbale, de la violence physique, des vols, que ça soit un club de foot où règne l'omerta et où il ne faut pas que les autres soient au courant des manœuvres et des détournements d'argent, par exemple, du club, et où personne ne parle et où c'est la loi du silence. Et il y a de l'intimidation. Alors il y a du vivre ensemble, hein, il y a du vivre ensemble, mais il y a de l'intimidation. Et donc je travaille vraiment sur ce noyau dur et de la délinquance qui, donc depuis la fin des années 90. Et ensuite, après les années 2000-2010, j'ai abordé en fait cette question du noyau dur à travers les animateurs sociaux et les éducateurs de la prévention spécialisée avec lesquels je travaille actuellement. Alors, une sociologie de la jeunesse des QPV, si on parle du noyau dur de la délinquance, il faut peut-être un peu parler de ceux qui ne font pas partie du noyau dur de la délinquance, c'est-à-dire l'immense majorité en fait, des jeunes qui habitent ces QPV. Le mot jeune est un mot épicène, donc qui est un piège en fait, parce qu'on souvent l'utilise, alors qu'en vérité on a un phénomène très très genré qui concerne quasiment exclusivement les garçons, mais on dit jeune, donc voilà, donc c'est le mot qu'on utilise le plus souvent, c'est jeune, mais en fait c'est un phénomène très très genré. Donc qui concerne une minorité des garçons et une infime minorité des filles qui sont très peu présentes directement, mais qui peuvent être présentes dans les environs en fait, hein, des violences et des phénomènes de bande, d'émeutes, de rixes, de trafic, etc., que ce soit les sœurs, les petites amies ou certaines adolescentes qui ont des situations familiales très compliquées, qui sont un peu à la dérive, à la rue, etc. On en retrouve dans les 10%. Donc ça représente à peu près 10% en fait, des garçons. Donc quand je dis garçons, ça fait une centaine de personnes à peu près, souvent dans chaque quartier. On a des enfants, on a des préadolescents, on a des adolescents. Et le phénomène vraiment nouveau, c'est qu'on a un vieillissement. C'est-à-dire que là où avant ils allaient au service militaire, où ils allaient à la guerre d'Algérie, où ils allaient au fin fond de l'empire colonial, où ils allaient, etc., où ils allaient à l'usine, et bien aujourd'hui, il y en a beaucoup qui restent jusqu'à 20 ans, 25 ans, 30 ans, voire même 35 ans, et qui créent un écosystème qui aggrave en fait les conduites à risque des adolescents, puisque ces adultes-là, en général, leur donnent des conseils, les emploient, leur passent commande, les utilisent, notamment aujourd'hui avec le trafic. Et sur ces 10%, donc sur cette centaine d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes, on peut considérer que vraiment le vrai noyau dur, c'est la moitié. C'est les 5% que d'ailleurs Sébastien Rocher retrouve dans ses statistiques sur la délinquance des mineurs. Donc ça va être une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes, souvent avec des grosses familles, des grosses fratries, on appelle ça les familles qui pèsent. C'est une famille qui pèse sur le quartier, c'est une famille importante, donc il y a souvent 3, 4, 5, 6 grosses familles que tout le monde connaît,
et avec lesquels il vaut mieux être en lien si on est travailleur social ou commerçant ou acteur associatif pour organiser la fête de quartier, par exemple. Ils assurent la sécurité implicitement. Leur simple présence fait que personne ne crée de problème lors de la fête de quartier. Donc ils ont c'est vraiment un tout petit monde en fait. C'est vraiment un tout petit monde, mais qui a une influence démesurée dans ces quartiers pauvres. Et c'est ce dont je vais vous parler justement de cette importance démesurée. Alors les autres jeunes se positionnent par rapport à cette minorité. C'est une question fondamentale dès l'enfance. Il y a est-ce que je vais vers eux? Est-ce que je sympathise avec eux? Si je les connais, est-ce que j'aurai moins de problèmes? Est-ce qu'il vaut mieux les éviter? Souvent les parents veulent que leurs enfants, surtout les filles, les évitent. Donc il y a énormément de stratégies parentales pour développer des stratégies d'évitement. Il y a du contrôle social, il y a de la surveillance, etc., notamment pour les filles. Il y a trois grands secteurs d'investissement. Il y a le système scolaire, le secteur scolaire, avec des enfants, des adolescents qui passent le plus de temps possible à l'école pour ne pas être chez eux ou dans le quartier. Il y a ceux qui restent chez eux, donc ils sont confinés, même quand il n'y a pas de confinement, si vous voyez ce que je veux dire. Et avec des problématiques parfois assez lourdes, mais qui passent sous les radars parce qu'on ne les voit pas, désocialisation, etc. Et donc beaucoup avec le virtuel, la montée en puissance du virtuel, les réseaux sociaux, les jeux en ligne, ça permet de rester enfermé tout en ayant l'impression d'avoir une vie et des relations avec les autres. Les clubs sportifs, surinvestissement dans les clubs sportifs, donc qui deviennent leur seconde maison, et avec des champions bien sûr après qui arrivent dans tous les sports, basket, foot, etc., mais ils passent le plus de temps. On avait fait une enquête en Seine-Saint-Denis où carrément des médecins leur demandaient à certains jeunes de Seine-Saint-Denis d'arrêter le sport à l'âge de 20 ans parce qu'ils en avaient trop fait. Donc j'étais assez étonné d'apprendre qu'on pouvait faire trop de sport et qu'un médecin pouvait dire à un jeune de 20 ans d'arrêter de faire du sport. Et la religion, bien sûr la religion, avec notamment l'islam, qui est utilisé par les parents et par certains jeunes aussi eux-mêmes pour se différencier et pour mettre à distance, qui est perçu comme un monde sans foi ni loi, où tout est possible, où il y a beaucoup d'avidité, où il y a beaucoup de vulgarité, de violence, de trafic, de vol, etc. Donc une recherche de pureté qui met à distance cet environnement-là. Et ce milieu-là, qui est composé beaucoup de première et de deuxième génération, en fait, notamment de l'immigration africaine musulmane, a un certain respect pour ceux qui se tiennent à distance, mais pour des raisons religieuses. Ce qui est aussi le cas dans les Amériques du Sud, Amérique du Nord, où ce sont les églises évangélistes qui sont un petit peu le refuge des jeunes qui échappent aux gangs. Et c'est l'une des manières d'échapper aux gangs ou d'en sortir même, ce qui est normalement interdit, on ne sort pas d'un gang, c'est par l'église évangéliste, c'est en étant avec le pasteur et en disant voilà, je vous quitte, mais je vous quitte pour Dieu, pas pour n'importe qui. Donc l'investissement religieux qui pour moi devrait être davantage mis connecté en fait à cette question de la délinquance du noyau dur des 5-10% dont je vous parle, parce qu'en général quand j'écoute les débats ou les analyses, on parle assez peu du fait que ça puisse être connecté et en réaction en fait à cette minorité des 5-10%. Alors les raisons du basculement, pourquoi est-ce qu'ils basculent dans ce noyau dur? Il y a ceux qui suivent un ami, il y en a qui suivent un grand frère, un cousin. Aujourd'hui, il y en a qui suivent leur père, parce qu'on a des pères qui sont toujours, ou qui ont au moins un pied dans ces réseaux-là, et avec des adolescents qui apprennent la culture de rue dans les relations familiales. Donc il y a une éducation à la rue, au rapport de force de la rue, au vocabulaire de la rue, au trafic de la rue, etc. Mais en famille, dans l'espace familial. Donc cela, pour les sortir de là, c'est très très compliqué. Parce qu'il y a un ancrage qui n'est pas seulement l'ancrage dans la rue, qui est aussi un ancrage de la rue dans la famille, avec la mère. J'ai une anecdote extraordinaire avec une mère qui se faisait plus de soucis pour son fils qui était bagarreur et qui allait tout le temps dehors faire des bagarres, parce que les enfants se bagarrent beaucoup. Après, ils se bagarrent moins, mais quand ils ont 7 ans, 8 ans, c'est bagarre tous les jours. Donc elle était très contente de son gamin de 7-8 ans qui était très extraverti, très bagarreur, très cascadeur, etc. Et elle se faisait beaucoup de soucis pour son enfant introverti qui avait des bonnes notes à l'école mais qui était très timide et qui parlait peu, etc. Elle se disait lui il va se faire manger tout cru. Donc c'est vraiment le côté ghetto, comme disait la Péroni, c'est que ce ne sont pas des ghettos, mais il y a une partie de la population qui est mentalement dans un ghetto, c'est-à-dire que tu ne sors pas du quartier
Et donc la mère, en fait, disait à ses enfants, tu ne sortiras pas, l'école est une escroquerie, en fait. Hein. On y va pour faire plaisir, parce qu'on est obligé, parce que sinon on a des problèmes. Mais en fait, la réalité, c'est la rue. Et c'est la mère qui transmet ce message. Donc vous voyez, c'est des choses qu'on n'avait pas il y a 20 ou 30 ans, où il y avait très peu de parents, où il y avait quelques parents blousons noirs, qui pouvaient transmettre aussi à travers leur jeunesse blouson noir. Mais là, on est quand même sur un ancrage de la culture de rue au niveau familial beaucoup plus fort. Et bientôt, on arrivera aux grands-parents bientôt. On aura bientôt les grands-parents avec un ancrage voilà, donc, multigénérationnel, 3 générations. Ça sera pas du gâteau. Donc on a la pauvreté dans les raisons de basculement avec les familles pauvres, l'immigration qui est un facteur vraiment qu'on retrouve à travers l'histoire, hein, aussi bien avec les Apaches, avec les blousons noirs, qu'aujourd'hui avec ceux qu'on ne nomme pas. Puisqu'il n'y a pas de nom, on dit jeunes de banlieue, les jeunes tout court, ou les jeunes des cités, ce qui est sociologiquement une généralisation complètement abusive. J'insiste beaucoup sur le fait qu'il ne faut surtout pas leur laisser la représentation légitime de la jeunesse, c'est-à-dire toujours rappeler qu'ils sont une minorité, et pas faire de cette minorité une majorité. Si on dit les jeunes en parlant d'eux, en fait on généralise une minorité, et on stigmatise en fait, selon moi, la majorité qui n'est pas dans ces comportements-là, qui peut avoir une certaine fascination aussi pour ces 5-10%. Donc il y a la pauvreté, donc notamment familles nombreuses, avec on ouvre les portes, on ouvre les fenêtres, et les premiers qui sortent sont les garçons. On essaye de garder les filles, on garde les plus jeunes, on garde les plus vieux, mais les premiers qui sortent sont les garçons, les jeunes hommes, qui ont plus leur place dehors que les autres. Donc ça fait de la place hein, à l'intérieur, parce qu'il y a la surpopulation. Il y a les logiques de distinction entre frères, alors avec ce que j'appelle, en prenant l'expression de Boris Cyrulnik, le syndrome du vilain petit canard, dont Yazid Kerfi parle souvent dans son livre Prix de justesse. Tous mes frères et sœurs réussissaient bien à l'école, mon père me prenait pour un abruti, et donc j'ai claqué la porte et je suis allé dans la rue. J'ai trouvé 20 gars, et comme disait son frère, il y avait 20 gars qu'il ne fallait pas se fourrer, on va le fourrer, et mon frère était toujours fourré avec. Donc on savait que ça allait mal tourner, effectivement ça a mal tourné. Heureusement pour lui, il s'en est sorti, mais en général, quand ça tourne mal, c'est difficile ensuite de remonter la pente. Donc on a des différences bien sûr entre les garçons et les filles. Hein. J'aime bien raconter l'anecdote de la famille Dati, hein, ministre de la Culture actuellement, Rachida Dati, qui a grandi dans un quartier populaire à côté de Clermont-Ferrand. Oui, c'est pas loin, non? Okay. Bourgogne. Oui, c'est quand même pas très proche. D'accord. Et son père l'a inscrit dans un collège catholique parce qu'il avait travaillé, il était ouvrier dans le bâtiment, il avait travaillé dans ce collège, et donc il avait vu que c'était propre, que c'était bien rangé, etc. Il s'est dit, je veux que ma fille soit dans ce collège. Et il s'est serré la ceinture, ce qu'il n'a pas fait pour ses fils, hein, qui ont eu des problèmes judiciaires par la suite. Mais pour sa fille, il s'est serré la ceinture et il l'a inscrite dans ce collège catholique, où elle a rencontré la bourgeoisie de Chalon-sur-Saône. Et donc, il y a des différences entre les garçons et les filles, et qui sont des différences importantes. Il y a les problèmes bien sûr culturels aussi, donc les parents, soit les parents qui transmettent la culture de rue, soit les parents donc, qui sont pour beaucoup issus des immigrations les plus récentes, première, deuxième génération. Donc par exemple sur l'Île-de-France, on a beaucoup d'immigration subsaharienne, on a des bandes quasiment entièrement d'origine première, deuxième génération subsaharienne, avec quasiment plus de maghrébins. Vous allez au Clos Saint-Lazare de Stein, on vous dit où sont les maghrébins, on vous dit ils ont déménagé, ils ne sont plus dans la cité. Ils sont dans les pavillons autour de Stein, etc. Ils sont directeurs du centre social, ils sont ceci, ils sont cela, mais ils ne sont plus dans la cité. Donc ça, c'est vraiment un facteur qu'on retrouve avec des parents qui ont des problèmes de maîtrise de la langue, de suivi des enfants, avec des chocs générationnels, culturels aussi, qui rendent la transmission plus compliquée. Ça, c'est classique. Hein, Et donc on a différents facteurs qui participent à cette bascule, et on a pour certains cas une fascination. Donc on a des jeunes par exemple qui peuvent avoir des petites fragilités familiales, divorce des parents, etc. Mais ce qui va expliquer aussi le basculement, c'est une certaine fascination pour les 5-10%, avec une crise d'adolescence, avec une volonté de leur ressembler. On a la culture machiste, qui est un facteur de risque aussi, quand on a des familles avec le père, la mère, les frères et sœurs, etc., qui transmettent une très forte culture machiste.
Si on recherche des modèles de machisme dans les bandes de jeunes, il y a des jeunes qui sont vraiment des modèles de machisme très très puissants. Et donc forcément, ça peut créer soit du conflit, soit des connexions, parce qu'on a les mêmes représentations, les mêmes pratiques et on s'entend bien. Donc il y a plein de critères là-dessus. Alors ces 10%, là, ces 5-10%, ils sont montés en puissance avec donc les vieux jeunes. Les vieux jeunes ont criminalisé en fait l'écosystème des bandes juvéniles, avec une accumulation de capital guerrier dont l'un des facteurs les plus marquants va être aujourd'hui les armes à feu, qui sont vraiment une rupture par rapport à ce qu'on connaissait auparavant, et aussi les mortiers d'artifice, qui sont aussi très utilisés et qui donnent de très belles images. Donc ça participe aussi d'une certaine fascination, c'est très médiatique, ça passe très bien à la télé, sur les réseaux sociaux. Un commissariat canardé avec des mortiers d'artifice, comme c'est le cas par exemple au Bois-l'Abbé de Champigny. Ça donne aussi des très belles images. Donc on a une montée en puissance qui se manifeste au niveau du capital guerrier, notamment par l'utilisation de ces armes. Une montée en puissance politique, notamment avec les émeutes, et beaucoup d'élus locaux qui ont cherché en fait à éviter les émeutes. Et pour ça, en fait, on a essayé de se rapprocher de personnages charismatiques censés contrôler, limiter, éteindre l'incendie. Ça a été la politique des grands frères dans les années 90. Ensuite, elle est devenue taboue. Donc, officiellement, il n'y avait plus de grands frères, ça n'existait plus. Plus personne n'utilisait l'expression. Et malheur à celui qui utilise l'expression de grand frère. Et là, dans mon dernier livre, Voyoucratie et travail social, je montre que les grands frères sont toujours là, en fait, ils se portent très bien, merci pour eux. Et je montre aussi que je parle de la politique de la petite sœur, parce qu'on a toujours l'image du grand frère costaud, qui fait de la musculation, qui est président d'une association et qui va être recruté par la mairie pour diriger le service jeunesse, etc. Mais il y a aussi la petite sœur, c'est-à-dire qu'il suffit par exemple d'ouvrir son local à la petite sœur de la famille machin. La gamine, elle a 10 ans, et elle fréquente tous les jours le local des animateurs ou des éducateurs. Le local est préservé. Personne ne rentrera dans le local, ne créera des problèmes, ne cassera des vitres, ou ne fumera du cannabis dans le local ou à proximité du local. Donc il suffit d'être en connexion avec la famille, pas forcément avec le grand frère qui sort de prison, mais simplement avec la mère ou la petite sœur, de l'emmener faire du char à voile en Normandie, et d'avoir les autorisations parentales à signer, de rencontrer les parents, et voilà. Donc on a des stratégies qui sont des stratégies où on notabilise en fait certaines familles, et avec l'argent public, on participe à la notabilisation en brouillant bien sûr le message pour les autres, parce que les autres se disent si le maire est ami avec telle famille, et etc., que l'autre il a le téléphone de l'élu à la jeunesse, que c'est eux qui organisent le char à voile en Normandie, etc. Vous avez 13 ans, 14 ans, vous dites, ils sont partout, en fait. Il y en a un qui est dans le trafic, l'autre qui est à la mairie, l'autre qui est là, l'autre qui est là. En fait, ils ont tout compris, quoi. C'est le modèle absolu pour un jeune de 14 ans qui est à la rue et qui voit les institutions, les travailleurs sociaux, les commerçants, les élus démarcher, solliciter des voyous du quartier ou leurs proches, qui est beaucoup plus discret. Donc un rôle politique important avec les émeutes, le trafic bien sûr, la montée en puissance du trafic à partir des années 90, trafic de cannabis qui va être avec première et deuxième génération d'immigration maghrébine qu'on retrouve dans les bandes, et qui à un moment donné disent mais en fait on a des amis, on a des cousins au Maroc, on ne va pas avoir besoin du grand banditisme traditionnel pour ramener la drogue, on peut nous-mêmes organiser des filières internationales. Et donc, du coup, plus besoin de passer par la prison, plus besoin d'aller supplier un Corse ou un Manouche ou un Gitan ou un Italien en lui disant « s'il te plaît, mets-moi 10 kilos de côté », etc. Ils ont commencé à développer du trafic international dans toutes les villes, Dijon, alors d'abord les grandes villes, Lyon, Paris, la banlieue, etc. Puis maintenant, aujourd'hui, vous avez des filières qui sont sur toutes les villes, que ce soit des villes comme Dreux, comme Dijon, comme Rennes, etc., etc. Et donc, en fait, un jeune de 14 ans peut très bien serrer la main en sortant de chez lui à un trafiquant international qui a des armes de guerre et qui a des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Donc c'est en fait une banque des voyous. C'est-à-dire que c'est un financement en fait des voyous. C'est-à-dire que tu as 16 ans, tu veux monter ton affaire, tu peux avoir accès par exemple à 30 000 euros de marchandises à crédit. Ce qui était inimaginable il y a 20 ans. Et c'est une accélération
C'est un financement, c'est un incubateur d'entreprises délinquantes et criminelles. C'est une sorte de banque des voyous. Bien sûr, il faut rembourser. S'ils n'envoient pas les huissiers pour récupérer l'argent, ils ont des méthodes plus radicales. Mais voilà, il y a des capacités de financement et d'accélération qui sont tout à fait intéressantes pour ceux qui sont dans les carrières délinquantes et criminelles. Et puis après, il y a la question culturelle, c'est-à-dire qu'avec cette montée en puissance des 5-10% qui ont déstabilisé les quartiers pauvres et qui ont pris une place dans les quartiers pauvres démesurée, qui est de gré ou de force plus ou moins reconnue par les institutions, on a aussi une montée en puissance culturelle avec ce que j'appelle la culture gangsta, qui est une sorte, comme on trouve en Italie ou comme on trouve au Mexique, une sorte d'apologie du banditisme, donc, qui est à peu près toujours le même scénario, c'est-à-dire qu'on commence avec des clichés très misérabilistes. Donc, par exemple, Kerry James, que j'aime beaucoup par ailleurs, dit « J'ai grandi dans les favelas de France ». Voilà, donc il dit de France quand même, parce qu'il ne va pas dire qu'il a grandi dans une favela, mais en employant le mot favela, qui est dans notre imaginaire, et même dans l'imaginaire nord-américain, parce ce qui existe de pire en termes de pauvreté, de criminalité, etc., il utilise un mot, bien sûr, qui frappe l'imaginaire et qui montre qu'en fait, il a grandi dans un milieu extrêmement pauvre, extrêmement violent. Donc avec des clichés très misérabilistes, et ces clichés très misérabilistes amènent à la violence. C'est-à-dire qu'ensuite, l'homme véritable, face à cette misère et à cette violence, relève la tête et prend sa part du gâteau avec des moyens non conventionnels. Donc c'est un peu le scénario qu'on retrouve dans les films, les séries, et bien sûr le gangsta rap qu'ils appellent la drill aujourd'hui, et qui est devenu une culture mainstream, qu'on retrouve aussi bien en milieu rural que dans les classes supérieures. Ils ont conquis en fait l'industrie culturelle. Il y a la saison 3 de Validé qui sort samedi sur Canal+. C'est un événement, etc. Et ça raconte le lien entre le rap et le banditisme, avec un jeune issu du banditisme qui fait carrière dans le rap, etc. Donc c'est une culture qui a pris une dimension tout à fait comme aux États-Unis, par ailleurs, et donc qui alimente les crises d'adolescence de nos adolescents un peu partout, en milieu rural ou en classe supérieure, la jeunesse des ghettos dorés, qui aujourd'hui a été convertie à cette culture et en consomme pour se détendre en soirée, voilà, tranquillement, et qui peut être dans des formes de mimétisme, aussi bien au niveau des modes vestimentaires, qu'ils ont une influence sur les modes vestimentaires aussi. Ils lancent des modes, donc ça les Américains savent ça depuis longtemps, ils lancent des modes, certains créent des marques vestimentaires, parce qu'ils se disent pourquoi pas concurrencer, parce qu'ils sont très capitalistes, ils ont un sens de l'entreprise qui est absolument prodigieux. C'est pour ça que Macron disait que 93 c'était un peu la Californie, parce qu'il y a effectivement une dynamique capitaliste absolument extraordinaire. Et donc on a cette montée en puissance. Alors je ne sais pas combien de temps il me reste. 1 minute. 3 minutes. 3. Alors cette montée en puissance, elle se caractérise aussi par une nationalisation, une connexion au niveau national, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de leur quartier, comme l'ont montré les émeutes de 2023. Les émeutes naéliennes de l'été 2023. Ils sont sortis de leur quartier, il y a des projections sur les centres-villes, projections sur le milieu rural, comme le montre Frédéric Ploquin dans son documentaire « La drogue est dans le pré ». Il y a des connexions, alors les connexions qui sont faites, elles sont faites à la fois au niveau économique avec le trafic de stupéfiants, puisqu'aujourd'hui ils recrutent, vous avez un réseau qui est, je ne sais pas, au Mirail à Toulouse, où vous allez trouver des Dijonnais, des Roubaisiens. Donc avec les réseaux sociaux, ils ont nationalisé le trafic. Donc on a une nationalisation en fait, et même une internationalisation quand ils les ramènent directement d'Afrique, de la main-d'œuvre, qui parfois est plus ou moins une forme de traite d'êtres humains. On a eu une première condamnation à Marseille il y a à peu près 2 ans, je crois, pour traite d'êtres humains, où ils avaient enchaîné un jeune de 25 ans au spot de deal. Il mangeait, il dormait sur le spot de deal. Et donc ils ont été condamnés pour trafic d'êtres humains, traite d'êtres humains. Donc il y a des connexions avec la prostitution aussi qui se développent très fort, où ils sont très, très dynamiques aussi.
Il y a des formes aujourd'hui de traite d'êtres humains. Voilà, on n'est plus seulement sur des bandes avec le copain, le voisin, le grand frère, le cousin, et puis on fait du trafic entre nous, et puis de temps en temps il manque un zéro quelque part, et puis il y a une bagarre, etc. Il y a vraiment du trafic organisé, et ça touche vraiment, et c'est très 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 inquiétant, et la PJJ récupère des guetteurs, des charbonneurs, mineurs, dans des états absolument incroyables, ils ont subi des sévices sexuels, ils ont été arrêtés à Toulouse alors qu'ils habitent à Strasbourg, etc. On a une maman là qui a été chercher son fils à Marseille, à la Castellane, alors qu'elle habite dans le Val d'Oise. Donc elle a pris le train jusqu'à la Castellane, elle a pris son fils de 15 ans qui mettait sur les réseaux sociaux Marseille bébé, qui n'avait absolument pas conscience des risques. Il était sur le spot de deal à la Castellane, Marseille bébé, etc. Il a envoyé ça sur les réseaux sociaux, etc. Sa mère est allée le chercher. Ils l'ont laissé faire. Par miracle, elle a pris son gosse, elle est partie avec, et personne n'a bougé. Donc il y a une connexion au niveau du trafic, une nationalisation, il y a des connexions et des transferts de main-d'œuvre. Et puis il y a bien sûr aussi une connexion avec les émeutes. On l'a vu avec 2005, on l'a vu avec 2023. C'est-à-dire que c'est plus seulement des émeutes maintenant qui concernent un quartier ou quelques quartiers dans une ville ou les villes environnantes. On peut avoir des émeutes comme en 2005 et comme en 2023 qui traversent les frontières avec la Suisse francophone et la Belgique francophone. Et puis on a aussi une connexion au niveau culturel avec donc toute l'industrie de la culture gangsta, où les rappeurs depuis 20 ans disent c'est toujours la même histoire. Alors, par exemple Arsenic qui vient de Villiers-le-Bel avait une chanson par exemple dès les années 90 où il disait c'est toujours la même histoire, que tu sois dans un QPV à Strasbourg, dans un QPV à Lyon, etc. Donc les rappeurs ont participé à une forme de conscience commune, une conscience collective. On n'est pas tout seul dans le quartier, il y en a qui sont pareils que nous, à l'autre bout de la France, etc. Donc dans l'imaginaire, dans la construction de l'imaginaire adolescent, il y a aussi cette projection et cette connexion. Alors moi je plaide effectivement pour prendre en compte réellement cette minorité des 5-10%, avec plusieurs types d'actions. Je prends plusieurs catégories, Bellatores, Oratores, Laboratores et Ludentes. C'est une histoire avec Gérard Mauger et avec des historiens comme Georges Duby. C'est du latin, ça fait chic. Alors Bellatores, les guerriers, c'est dans les 5%, c'est vraiment ceux qui sont prêts à aller au contact, au combat. Il faut absolument les stopper, et pour moi c'est la police judiciaire qui doit travailler là-dessus. Les oratores, ce sont les prêtres. Donc, ce sont en fait les prêtres de la culture gangsta, c'est-à-dire les artistes qui rendent cool et sexy la vie de voyou, qui savent justement en parler pour soit la légitimer, la justifier, la glorifier, la célébrer, etc. Donc on peut retrouver dans des associations, qu'on peut retrouver y compris même chez des adultes qui travaillent dans des institutions et qui sont des formes d'oratores, puisqu'ils plaident en fait pour une forme de légitimation, de justification, de déstigmatisation de ces 5-10%. Et donc pour les oratores, il faut les conscientiser, il faut réorienter leur qualité artistique, ou leur qualité d'orateur, ou leur qualité, etc. Je pense à Kerry James, qui, grâce à un islam sectaire qui lui interdisait les instruments à cordes et à vent, a arrêté la mafia Quinfri, qui était un collectif de rappeurs qui vantait la vie de voyous, et qui a écrit Si c'était à refaire, qui est sorti en 2001, qui est une autocritique absolument extraordinaire de sa vie de voyou auparavant, et qui a été reçu de manière assez tiède par ses amis et ses voisins de Vitry-sur-Seine. Donc il faut réorienter si possible avant que leur meilleur ami soit assassiné, et si possible pas avec un islam sectaire qui interdit les instruments à cordes et à vent. Les laboratores, ce sont les travailleurs. Donc les travailleurs, c'est la main-d'œuvre exploitée, pressée comme des citrons dans les réseaux de trafic. Bon, ben là, il faut aussi les conscientiser et leur dire que, comme c'est le cas de l'adolescent qui est parti à la Castellane, voilà, lui expliquer les risques en fait incroyables, extraordinaires, enfin des risques vraiment terrifiants qu'il prend en allant aller sur un spot de deal à la Castellane. Et ce sont des jeunes qui parfois sont vraiment à la dérive, donc bon, c'est plus du travail social en fait, leur trouver une formation, un travail, un logement, et les conscientiser sur les risques. Et les ludentes, qui sont très très nombreux. Les ludentes, ce sont les joueurs, c'est ceux qui jouent aux voyous, qui admirent, voilà, donc qui vont consommer de la cocaïne, qui vont jouer aux voyous, qui vont écouter cette musique-là, qui vont un peu chalouper leur démarche, ils vont chercher à être plus ou moins en lien. Donc ce sont les joueurs, il y en a énormément dans les collèges, dans les quartiers,
Alors, l'imitation, et je terminerai là-dessus, l'imitation a toujours existé. Il y a toujours eu des jeunes qui imitaient les blousons noirs. Renaud, par exemple, n'a jamais été blouson noir, et pourtant il a joué au blouson noir. Il a écrit des très belles chansons sur les blousons noirs. Donc il y a toujours eu cette fascination, etc. Mais ça a pris une dimension vraiment qui dépasse la chanson, des chansons de Renaud sur les blousons noirs. Hein. C'est vraiment une industrie énorme, et on a énormément de jeunes aujourd'hui qui vivent leur crise d'adolescence en reprenant les codes et en prenant les risques que prennent les jeunes de cette minorité. Merci de votre attention. Merci. Alors oui, Camille a un micro pour... Merci, Monsieur Sauvadet. Juste... on va lancer la discussion, les échanges et les interpellations peut-être. Moi, quand même, votre intervention me fait poser une première interrogation. Vous nous décrivez, vous dites 5 à 10% d'une jeunesse, on va employer ce mot, dans certains quartiers. Donc au niveau national et au niveau des mineurs, disons, au niveau national, ça ne représente pas beaucoup, effectivement. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on bâtit une législation ou des politiques publiques sur une part finalement si peu importante de la population. Bon, c'est de l'interrogation que j'avais sur votre intervention, mais je laisse la parole à qui veut la prendre. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez une idée des racines qui ont mené à tout ce panorama, ce déroulé que vous venez de faire devant nous? Alors en ce moment, moi j'étais de culture communiste, marxiste au niveau familial. Donc pendant longtemps j'étais vraiment focalisé sur l'économie, et je pense toujours que l'économie est un facteur très très important, le marché du travail, la société de consommation aussi, hein, qui pousse le consumérisme, qui pousse à la culture des marques, etc. Quand vous avez un adolescent de 11 ans qui dit j'ai besoin d'argent, et il est prêt à tout pour avoir une paire de baskets machin, etc. etc. Alors qu'il a des baskets, il a déjà des baskets, mais il veut la paire de baskets machin. Donc, après, j'ai commencé à développer la question de la pauvreté relative et du consumérisme, en plus du chômage, de la précarité, etc. etc. Ensuite, j'ai franchi aussi une ligne rouge avec l'immigration, parce que j'étais bien obligé de constater quand même que c'était première, deuxième génération sur les bandes et les noyaux durs, et que si personne n'en parlait, c'était quand même un peu gros. Il fallait bien à un moment donné le dire, même si ça ne fait pas politiquement correct de dire ça. Donc la question de l'immigration, aujourd'hui on accueille des familles qui viennent par exemple d'Afrique subsaharienne, je pense au déni des cultures, notamment du Lagrange, qui a été sévèrement taclé par beaucoup de collègues et dans le déni des cultures, il montrait qu'il y avait une immigration notamment sahélienne, qui posait des problématiques très très lourdes. Et donc quand vous accueillez des familles comme ça, dans des quartiers comme les Tarterets, comme le Clos Saint-Lazare de Stein, etc., il y a des facilités, ce n'est pas automatique, mais il y a des facilités pour le recrutement des fils avec les fragilités familiales et parentales très, 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 très lourdes. Ensuite, là, je m'intéresse en fait à la société libérale libertaire. Je m'intéresse beaucoup à Jean-Claude Michéa. Et donc, je remonte aussi un peu, je suis actuellement, ce qui me passionne, c'est un questionnement par rapport aux origines du libéralisme, qui est né en Angleterre au XVIIIe siècle. Et donc à la société qu'on a construit, puisque en fait le modèle anglo-saxon du libéralisme anglo-saxon est devenu le modèle de référence. Et donc je m'intéresse à des auteurs comme Smith, comme Ricardo, comme Mandeville, et donc sur la question de comment nos sociétés ont été dans un... En fait les penseurs, mais je rentrerai peut-être, ça va être un peu trop long en fait à expliquer en quelques mots comme ça, mais il y a une forme de privatisation de la morale qui est dans les sociétés libérales, où on a essayé de créer une société où on pouvait avoir des morales hétérogènes. Chacun sa vie, chacun son choix, mais avec, comme disait John Stuart Mill, le principe de non-nuisance, c'est-à-dire que je fais ce que je veux tant que je ne nuis pas à autrui. Et cette forme de relativisation morale, je pense à Smith, par exemple, qui louait les vertus de l'égoïsme. On a des sociétés aussi, donc... J'étais pas seulement sur la critique marxiste
capitalisme. Je me suis intéressé à des auteurs qui ont créé le capitalisme, qui l'ont pensé, comme Adam Smith, qui parlait des vertus de l'égoïsme. Et je pense qu'effectivement qu'on est dans une société où on croit vraiment en vertu de l'égoïsme, on encourage l'égoïsme et l'avidité. Et donc, avec une relativisation de la morale, chacun fait ce qu'il veut, chacun, etc., tant que tu ne nuis pas à la liberté d'autrui. Et je pense que dans les conditions actuelles, ça peut faire quelques turbulences dans des quartiers pauvres et auprès de la jeunesse en question. Bonjour, je m'appelle Madame Chouib. Je suis assesseure au TPE d'Evry. Alors, je me permets d'intervenir parce que je reconnais tout à fait tout ce que vous avez dit. Je voudrais quand même vous poser une question. Moi, j'ai vécu 32 ans au Tartaret et puis je suis toujours dans le 91. Et je trouve que notre jeunesse, elle a un problème je l'appelle le syndrome d'identification. Je trouve que les jeunes n'arrivent pas à s'identifier au pays où ils vivent, c'est-à-dire la France. Et du coup, je trouve, même par rapport à mes enfants, par rapport aux entourages, ils essaient de trouver une identité dans, entre guillemets, peut-être la religion. Pour les femmes, souvent, ça peut passer par le voile, des choses vraiment radicales que moi, dans ma génération, je n'ai jamais connues. Et pour les garçons, comme vous dites, ça va être aussi d'aller à la mosquée parce que c'est à la mode, entre guillemets. C'est pas forcément parce que souvent au TPE, ils vont à la mosquée et après, ils vont voler un scooter. Donc, au niveau des valeurs, ils les ont pas. Et je voudrais vous demander pourquoi il y a ce problème d'identification chez ces jeunes de, je dirais, 12 à 20 ans. Je trouve que c'est très, très, très... Ça se voit tellement et c'est très difficile à gérer. Même pour nos enfants, c'est très compliqué. Moi, je suis née en Algérie. Mes parents sont venus en France. Et donc, je suis une fille d'immigrés. Mais je n'ai pas du tout donné... je n'ai jamais eu à parler de ma religion avec d'autres personnes ou du fait que je sois arabe ou pas. Et ça, maintenant, c'est quelque chose de très important. Je trouve que ça a pris une place, une ampleur, mais tellement importante que je ne comprends pas moi-même. Voilà. Je pense qu'il y a plusieurs façons de répondre à votre question. Je vais faire celle qui me paraît la plus appropriée. Je dirais qu'il y a une question qui est la question sur si on prend les bandes de jeunes à travers l'histoire ou si on prend les gangs à l'étranger, les gangs juvéniles. Il y a une détestation des adultes, des institutions et même du pays qui existe de toute façon. Même quand on est afro-américain et qu'on est là depuis 30, 40, 50 générations, les jeunes qui rentrent dans ces dynamiques sociales, dans ces organisations sociales, dans ces réseaux sociaux, sont des jeunes qui sont en colère, qui ne s'inscrivent pas dans les grands récits, etc. Et tout ça que souvent ils disent, à part mon quartier, à part ma bande, mon quartier, tout le reste... Voilà, donc quand on leur parle, je ne sais pas, de manifestations, de trucs, etc., ils ne se greffent pas du tout dessus. J'avais quelqu'un de la PJJ là, qui parlait de convergence des luttes pour les émeutes naéliennes et les gilets jaunes, etc. Je lui dis que c'était, en fait, il rêvait, quoi, qu'il plaquait un vocabulaire d'adultes, de gauche, etc., sur la convergence, et ça ne correspond pas du tout à la dynamique. Voilà, donc il y a une forme de colère qui fait qu'effectivement, ils ne s'inscrivent pas dans ces récits-là. Et je dirais que même, ils ne s'inscrivent pas dans les récits familiaux, souvent. D'ailleurs, parce que souvent, ils ne s'inscrivent pas dans les récits familiaux, voire qu'ils ne connaissent pas l'histoire de leur famille, ou qu'ils sont rejetés par leur famille, ou qu'ils estiment ne pas avoir de place dans leur famille, etc. Donc même au niveau de la famille, il y a des problèmes en fait, dont ils ne parlent pas, c'est complètement tabou. Donc ils vont parler des profs racistes, etc. etc. Ils vont beaucoup, en fait, notamment utiliser le racisme pour critiquer la société, les profs, la police, etc. Mais ils ne parlent jamais de la famille. Mais même au niveau de la famille, en fait, il y a un rejet, il y a une colère, en fait, qu'il faudrait faire accoucher par un travail psy, mais qui est complètement tabou, dont ils ne parlent quasiment pas, même aux éducateurs qu'ils ont l'occasion de fréquenter ici ou là.
Et donc effectivement, l'identité nationale, etc., c'est quelque chose aussi de très très loin pour eux. Et alors par contre, la religion et l'islam les fait basculer du quartier au monde entier et à la vie éternelle. Entre les deux, il n'y a rien, quoi, quasiment, pour eux. Quoi. Et la religion, en fait, que ce soit les églises évangélistes ou l'islam en France, en fait, les projette. En fait, vous prenez quelqu'un qui est même, ça serait même pas vraiment dans sa famille ou qui inscrit que dans le quartier, vous le projetez dans la Houma. Voilà, vous voyez la projection, il n'y a pas d'étape intermédiaire, c'est une projection c'est une telle vitesse que ça peut partir. Vous savez, quand vous allez très très vite, la moindre déviation peut créer un accident gigantesque. Hein. Mais c'est ça que je pense aussi la force de la religion. C'est un peu ce que faisait le Parti communiste dans les banlieues rouges, avec cette projection internationale, ouvriers de tous les pays, unissez-vous, tu viens du Maroc, tu viens d'Italie, tu viens du Portugal, mais tu es d'abord ouvrier, conscience ouvrière, mouvement ouvrier, lutte ouvrière, parti ouvrier, syndicat ouvrier, etc. Médias ouvriers, comme l'Humanité. Et il y a effectivement des projections internationales qui ont fonctionné. Voilà, bon, c'est une façon de répondre, il y en a plein d'autres, mais c'est une question très intéressante, il faudrait beaucoup. Une dernière question. Oui, bonjour monsieur. J'ai une question. D'abord, je vais vous dire que moi aussi, j'ai été dans le milieu un peu communiste et j'ai vécu en banlieue lyonnaise, dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux. Donc, je connais un peu les sujets que vous abordez. J'ai entendu à plusieurs reprises, j'entends une expression sentiment d'insécurité, y compris par des politiques. Et je voulais savoir, d'après vous, est-ce qu'on est vraiment dans un sentiment d'insécurité en France ? Autrement dit, finalement, les choses sont telles qu'elles sont, mais il n'y a pas grande évolution, il faut essayer de faire mieux, mais bon, il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter ? Ou est-ce qu'il y a vraiment une réalité ? Vous avez employé plutôt des expressions montées en puissance, etc. Donc moi, j'ai l'impression, par rapport à ce que vous dites, qu'il y a une vraie évolution, et pas une évolution positive. Et pouvez-vous me confirmer ou me dire ce que vous en pensez ? Oui, alors effectivement, souvent on me demande de rassurer mon public. Donc c'est souvent en fait la commande que je reçois, c'est de rassurer, que ce soit la part d'intervention par exemple pour le maire. Il dit voilà, les habitants ont des fantasmes, on a fait venir un sociologue pour déconstruire leur sentiment d'insécurité, etc. Et je leur dis, mais vous êtes trompés de sociologue, parce que j'ai plein de confrères que je pourrais vous recommander qui pourraient très bien faire ce travail. Mais moi, c'est vraiment pas mon créneau. Effectivement, moi, je suis un lanceur d'alerte et je considère d'ailleurs que le thermomètre est cassé. Le thermomètre est cassé. Si on prend par exemple, quand j'entendais juste après les émeutes naéliennes que là, il y avait une baisse de la délinquance des mineurs, j'aurais bien aimé savoir combien de mineurs avaient été arrêtés durant les émeutes naéliennes qui ont eu lieu dans toute la France. Enfin, la police n'allait pas au contact pour arrêter des mineurs. Pourtant, c'était des mineurs qui auraient pu être arrêtés. Dans d'autres pays, ils l'auraient été. Et les chiffres de la délinquance des mineurs auraient monté en flèche. Quand je vois des jeunes femmes qui subissent des tentatives de viol dans des ascenseurs, pour parler de cas récents que je connais, ou d'une adolescente récemment qui a été torturée dans une cave à l'âge de 14 ans et là elle est sous antidépresseurs et elle ne sort plus de chez elle, il n'y a aucun dépôt de plainte, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas de victime, ça n'existe pas. Il y a énormément de violences qui ne sont pas enregistrées par les statistiques de police, de justice, etc. Les gens ne témoignent pas, les gens ne déposent pas plainte. Et c'est pour ça d'ailleurs que ceux qui ont le plus de capital guerrier, les grosses familles qui ont beaucoup de capital guerrier, sont aussi sollicités. Parce que quelque part, comme dans les zones mafieuses, comme c'est le cas dans des zones mafieuses, on leur demande quelque part d'être la police et la justice qui remplacent la police et la justice. Donc, dans mon livre Voyoucratie, travail social, j'ai par exemple une scène que je mets en introduction. Je suis dans un groupe d'analyse des pratiques avec une éducatrice de la prévention spécialisée qui est en délégation de service public, mission de protection de l'enfance. Elle me parle d'un chantier éducatif qui a mal tourné à cause d'un voyou du quartier qui balançait ses poubelles du 3e étage pour donner du travail aux jeunes. Parce qu'en fait, il travaillait pour le bailleur, il devait ramasser les poubelles.
avec des pinces télescopiques les déchets par terre. Ils devaient ramasser autour d'une aire de jeu pour enfants. Et le bailleur leur donnait un chèque, ils allaient faire de l'acrobranche après, etc. Donc chantier et un petit séjour éducatif de 2-3 jours. Le voyou balance ses poubelles du 3e étage en se moquant d'eux, en disant comme ça je vous donne du travail. Elle me parle de ça et je lui dis est-ce que tu as parlé avec le jeune homme en question? Elle dit ah non, j'ai pas cherché à comprendre, etc. C'est dangereux. Je lui dis pourquoi c'est dangereux? Elle me dit parce qu'il séquestre et torture des mineurs. Et donc on est en groupe d'analyse des pratiques à l'hôtel du département, dans une salle très confortable, très loin du quartier, très loin de l'ambiance du quartier. Et ce n'est pas le sujet qu'elle met sur la table pour le groupe d'analyse des pratiques. Pour elle, c'est un sujet dont on ne parle pas, ou elle m'en parle, mais ce n'est pas son sujet. Son sujet, c'est que la dynamique de groupe a été cassée parce que les jeunes étaient démoralisés, ils avaient honte, donc ils ne voulaient plus faire le chantier, donc ils n'avaient plus l'argent pour faire de l'acrobranche. C'était ça le sujet. C'était pas qu'une demi-douzaine de mineurs ont été séquestrés et torturés dans une cave. Et je lui dis, mais tu pourrais remonter l'information, tu pourrais faire un signalement, etc. Elle me dit, non, je ne le fais pas, parce que sinon, demain, j'aurai des problèmes, et je serai obligé de changer de quartier, de déménager, etc. etc. Donc là, j'ai vraiment pris conscience, c'était il y a 5 ans, j'ai vraiment pris conscience que ça allait effectivement très très loin, quand quelqu'un qui est en délégation de service public, mission de protection de l'enfance, te parle de séquestration, de torture, multirécidiviste, quoi. Il est fait à la chaîne, quoi. On en était à une demi-douzaine. Il y en a un qui est venu dans le local des éducateurs pleurer parce que son copain était descendu à la cave. Et que en fait, c'est dit avec une telle décontraction. C'est pas le sujet. Et on t'en parle comme si elle était habituée, en fait, à ça. Ça m'a fait vraiment froid. J'ai eu très, très froid à ce moment-là. J'ai vraiment... Et c'est une très bonne éducatrice, hein, diplômée, expérimentée, très engagée dans ses missions. Mais tout ce qui touche au trafic, elle n'en parle pas. Donc oui, je pense que le thermomètre est cassé et que les chiffres qu'on nous donne chaque année sont des chiffres déjà qui sont très très politisés et qui ne reflètent pas du tout la réalité. Et on voit bien au niveau du trafic, on voit bien au niveau des émeutes, on voit bien... Enfin, il y a plein de sujets. Et au niveau culturel, enfin, le rap, si on prend le rap d'aujourd'hui et le rap d'il y a 20 ans, c'est pas du tout le même rapport au banditisme. Aujourd'hui, on a des raps qui sont d'ailleurs financés par le narcotrafic. Je pense à un livre qui vient de sortir qui s'appelle Empire, qui vient de sortir. C'est des journalistes qui viennent de le sortir, qui étaient 2 ans, sur des rappeurs comme Jul, comme SCH, etc. Le lien de leurs producteurs, des maisons de disques, de très grosses maisons de disques avec le très grand banditisme, avec des gens qui sont en cavale, etc. et qui touchent des millions d'euros de la part des maisons de disques parce qu'elles contrôlent des rappeurs. Enfin, c'est des choses que pour moi, les signaux, ils sont évidents. Que ce soit au niveau culturel, au niveau économique, au niveau des émeutes, au niveau des armes. On a eu à Rennes la plus longue fusillade depuis le Bataclan. Il y a eu 1 heure au fusil d'assaut dans un quartier QPV de Rennes. Enfin, on a quelqu'un à Dijon qui est mort dans son lit d'une balle de Kalachnikov. Ils n'avaient jamais vu ça à Dijon. Donc la balle a traversé le mur, il est en train de dormir et il ne s'est pas réveillé. Donc voilà, il y a plein de faits divers où on a plein de premières et donc je ne comprends pas, enfin, il y a tellement de signaux pour moi qui sont évidents. Mais bon, on va s'y habituer. Hein. Je pense que bientôt, quand je vois cette éducatrice, comment elle s'y est habituée. Et d'ailleurs, il y avait un éducateur qui me disait le plus dur, c'est de ne pas s'habituer. Il disait moi, j'ai besoin de prendre du recul et j'ai besoin de travailler parce qu'on s'habitue en fait à tout. Bon, je vais vous interrompre sous cet angle un peu anxiogène, il faut bien le dire. Oui, désolé. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour cette intervention qui nous a donné, qui nous a alertés en tout cas sur un certain nombre de phénomènes. Merci. Alors, nous allons passer à l'intervenante suivante.